je suis ravi d'animer cette table ronde, Patrice Moyon. Donc, je suis journaliste à Ouest France et à ce titre, évidemment, un représentant aussi des territoires. C'est en s'appuyant sur les territoires que Ouest France est devenu le premier quotidien français et cet été, la première plateforme d'information, toujours en s'appuyant sur les territoires. Que dire sur les territoires? Les territoires qui sont à la fois, qui fascinent aujourd'hui, qui sont d'une certaine façon une source de réenracinement dans un monde aliéné au sens étymologique, c'est-à-dire sans lien. Et ces territoires, comment est-ce qu'on les articule entre le pouvoir central, le pouvoir régional, dans un monde où les territoires peuvent être à la fois source d'innovation sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan environnemental, car c'est bien ça l'enjeu. Sur le plan économique, quand on regarde les chiffres, on pense évidemment à la diagonale du vide, avec l'incroyable destruction d'emplois entre 2006 et 2015, où on a vu par exemple 525 000 emplois détruits dans l'industrie. L'environnement, c'est évidemment toutes les questions qui se posent, mais aussi aujourd'hui avec le changement climatique. Et puis il y a aussi évidemment cette question de l'organisation administrative, le projet de loi des 3D, décentralisation, différenciation et déconcentration, et auquel Renaud Mesulier répond parfois par la logique des 3C, clarification, compétence et confiance. Alors j'ai donc le plaisir d'animer cette table ronde. Alors je vais Christian Saint-Étienne, vous êtes économiste, analyste, membre du Cercle des économistes, vous êtes auteur de nombreux ouvrages, je vais en citer quelques-uns, La puissance ou la mort, l'Europe face à l'Empire américain, Mobiliser les territoires pour une croissance harmonieuse, et plus récemment, Relever la France, aux éditions Odile Jacob, ou encore Trump et Xi Jinping, Les apprentis sorciers, aux éditions de l'Observatoire. À vos côtés, Olivier Brousse, vous êtes directeur de la stratégie de Veolia. Veolia, bien sûr, au cœur de l'actualité actuellement avec le numéro 1, le numéro 2 mondial des métiers du déchet et de l'environnement qui se déchirent. Veolia veut prendre le contrôle de Suez, mais ça, on n'en parlera pas. On parlera plutôt des territoires, de ce qui se passe autour de ces métiers-là. Et puis, Marie-Éloi, bonjour. Vous avez été journaliste à RFI, vous avez créé une école Montessori en Bretagne, et puis, plus récemment, vous avez lancé ce réseau, cette start-up, Bouge ta boîte. Et puis également, auparavant, vous aviez lancé une association Femmes de Bretagne pour soutenir les femmes qui entreprennent. On pourra en reparler. Et puis, bien sûr, pour vous interroger, trois jeunes. Basile Burlet, vous êtes élève de première à l'institution Saint-Joseph. Joachim Gonçalves Castillo, vous êtes élève à Sciences Po au Havre. Et Lina Laure, vous êtes élève à Sciences Po au Havre également. Alors je me tourne d'abord vers Christian Saint-Étienne. Cette question de l'économie, on ouvre une nouvelle page. Aujourd'hui, on le voit avec le numérique, on le voit avec l'environnement. Mais la question, c'est quels sont les défis que la France doit relever pour être efficace à la fois pour l'innovation, comment est-ce qu'on crée de l'innovation sur les territoires, comment on l'articule aussi avec ce qui se passe sur le plan central. Je crois que vous avez un certain nombre de réflexions à faire partager. Oui, l'innovation est au cœur de la nouvelle révolution industrielle qui a démarré dans les années 80. Puisqu'il y a des étudiants ici, il y a eu 3 grandes révolutions qui ont transformé l'histoire de l'humanité. Les révolutions de 1780, je parle de la vapeur, puis la révolution de 1880 sur l'électricité. Et alors ces 2 premières révolutions, on l'a oublié, ce n'est pas des sujets techniques, ce sont ces 2 révolutions qui ont multiplié par 20 le niveau de vie de la planète et par 3 l'espérance de vie. On ne le sait pas, mais dans les 31 siècles qui ont précédé ces deux siècles de révolution industrielle, le niveau de vie a stagné, 20 fois en dessous du niveau actuel, et l'espérance de vie était entre 18 et 23 ans pendant ces 31 siècles, selon les bonnes, mauvaises années ou les guerres. Donc, cette transformation actuelle est provoquée par la révolution de l'informatique, qui est la science de base de la révolution en cours, et on parle aussi du numérique qui est plutôt une des sous-parties de cette révolution de l'informatique,
c'est la partie des plateformes, c'est-à-dire chaque fois que l'utilisateur peut entrer des données, il est plutôt dans le numérique, et quand ce sont des grands systèmes d'infrastructures, c'est la révolution informatique, même si tous ces systèmes fonctionnent sur la science de l'informatique. Et cette transformation, elle est absolument totale, elle est une accélération extraordinaire. Ce qui est très important d'ailleurs sur ce sujet, c'est que les deux grands acteurs de cette mutation sont la Chine et les États-Unis. Toutes les grandes plateformes mondiales, à 100%, sont soit américaines ou chinoises. Quand on prend les fameuses licornes, toutes ces startups qui ont une valorisation de marché supérieure à $1 milliard, elles sont à plus de 80% américaines ou chinoises. Et dans les 3000 startups d'intelligence artificielle, il y a plus de 2000 qui sont américaines et chinoises. C'est-à-dire que l'Europe est en train pour l'instant, si elle ne se réveille pas, d'être spectatrice de cette mutation totale. Donc la France doit absolument, sur ce point d'ailleurs, hein, on est tous tétanisés par la puissance de l'Allemagne en Europe, mais l'Allemagne c'est un nain dans toute cette mutation. Il n'y a pas de GAFAM allemand, il n'y a pas plus de grandes licornes en Allemagne qu'en France. Donc on vient d'avoir la 10e licorne en France, ils sont peut-être à 15 en Allemagne, et au total on est peut-être à 60-70 en Europe, mais c'est tout petit par rapport à la Chine et aux États-Unis, qui par ailleurs, comme vous le savez, sont dans un conflit majeur pour la domination mondiale. Et donc, il ne faut pas que l'Europe soit simplement un marché sur lequel ces deux géants s'affrontent. Et l'innovation, donc, est au cœur de ces mutations. Dans l'affrontement entre la Chine et les États-Unis, il y a une composante militaire aussi, et les Chinois et les Américains investissent massivement dans l'intelligence artificielle, dans l'espace, dans toutes les nouvelles technologies, pour des applications militaires, mais toutes ces technologies sont duales. Et là aussi, l'Europe est absente. L'Europe vient de prendre des décisions sur son programme de 6 ans sur l'espace. On va mettre une vingtaine de milliards sur cette période. Si on rajoute ce que mettent les nations européennes au niveau national, c'est peut-être 50 milliards sur 6 ans. 50 milliards, c'est ce que mettent chacun les Américains et les Chinois chaque année. Donc, à peu près chaque fois qu'on aborde des questions stratégiques entre l'Europe, la Chine et les États-Unis, du côté européen, il manque toujours un zéro par rapport à ce que font les Américains et les Chinois. Donc, il est ultra urgent de se réveiller. Et dans ce contexte, la France a un rôle à jouer puisque nous avons encore des capacités technologiques fortes, mais nous n'investissons pas assez là-dedans. Ça ne vous a pas échappé que sur la 5G, il y a un débat sur la nocivité ou pas qui se maîtrise, mais tous les autres pays du monde sont partis dans la 5G. Or, la 5G, ce n'est pas la 4G en mieux, c'est 1000 fois plus en termes d'efficacité. C'est la 5G qui permet la voiture autonome, qui permet les objets connectés, qui permet la mutation au niveau de l'espace. Et donc, dans cette transformation radicale de la planète, l'innovation, ce n'est pas un petit plus à côté des stratégies, c'est au cœur des stratégies. Donc ça, c'est le premier point que je voulais développer. Le deuxième, c'est que les territoires ont un rôle absolument clé à jouer dans ce contexte. Pourquoi? Parce que c'est au cœur des territoires, alors à la fois les métropoles et les territoires moins denses, mais qui doivent travailler en lien avec les métropoles, puisqu'aujourd'hui, on peut structurer la France assez raisonnablement à partir d'une quinzaine de métropoles. Vous savez qu'on a 13 régions métropolitaines dans la nouvelle configuration de la réforme régionale. Et on pourrait avoir des projets par territoire. Ce qui m'amène, pour conclure, à juste évoquer une réforme qui me semble absolument clé pour transformer le système institutionnel français et donner les capacités aux territoires de s'arracher à la stagnation aussi, ou en tout cas à un développement trop faible. Vous savez que le problème français, c'est qu'il nous manque 3 à 4 millions de gens au travail de plus, sachant qu'on va en perdre 1 million cette année. On a 27 millions de gens qui travaillent en France sur une population de 67 millions. En comparaison avec les autres pays, il faudrait 32 millions de gens qui travaillent, puisqu'à peu près dans tous les pays, la moitié de la population travaille. Donc il nous manque au moins 3 millions, si ce n'est 5 millions d'emplois. Et au lieu de faire plus 3, on va faire moins 1. Donc ça montre l'intensité de la mobilisation nécessaire au niveau des territoires. Et là, je ne le développe pas maintenant, mais éventuellement s'il y a des questions. Mais pour moi, la chose part de la base. Et j'ai une réforme sur laquelle j'ai travaillé avec d'autres qui ne coûte rien,
donc pour une fois, c'est de partir des intercommunalités. Nous avons 35 000 communes maintenant, on en avait 36, c'est 35 000, et elles sont toutes rattachées, grâce à une évolution qui a eu lieu au cours des 30 dernières années sur la base des lois Chevènement, elles sont toutes rattachées à une intercommunalité. Hein, mais c'est un système d'une complexité inouïe. Donc pour faire simple, je propose de faire les élections au niveau des intercos et de transformer les intercos en communes métropolitaines. Donc, on ne supprime pas les 35 000 communes, mais elles deviennent des subdivisions des 1250 communes métropolitaines qui recevraient comme mission d'abord de faire des plans stratégiques de développement à 6 ans qui seraient mis à jour tous les 3 ans et qui seraient intégrés par un couple au-dessus de ces intercos qui serait un couple département-région, c'est-à-dire je pense qu'il faut reprendre la réforme qui avait été proposée il y a 8 ou 9 ans, qui était de faire en sorte que ce soit les mêmes qui soient conseillers départementaux et régionaux, c'est-à-dire que ce seraient les conseillers départementaux qui s'assembleraient en conseil régional. Et donc c'est cette entité, ce couple département-région qui ferait l'intégration des projets de développement des intercos. Alors, ces projets stratégiques des intercos, intégrés pour éviter les doublons ou les incohérences, auraient la responsabilité d'être les acteurs du développement à la fois sur le plan économique, les infrastructures, les transports, le logement et la santé. Puisqu'il va falloir totalement transformer le système de santé en mettant en place des maisons de santé au niveau de chaque territoire. Donc tout ce travail doit se faire au niveau des territoires. Pour faire simple, les gilets jaunes, qui sont les enfants de la désindustrialisation française, puisque nous sommes massivement désindustrialisés sur les 20 dernières années, les gilets jaunes, quand ils ne sont pas contents, ils viennent à Paris. Bon, si on a 1250 exécutifs locaux, alors il se trouve, enfin une bonne nouvelle, non seulement on a 1250 intercos, je termine dans 20 secondes, mais il se trouve, ce n'est pas complètement un hasard, mais ça aurait pu ne pas être le cas, que selon les définitions de l'INSEE, ces 1250 communes métropolitaines correspondent à peu près exactement au bassin de vie. On définit un bassin de vie pour les étudiants de Sciences Po à l'INSEE comme le territoire sur lequel, à plus de 80%, la population vit, travaille, se loge, a accès à la santé et aux loisirs. Et donc, les Gilets jaunes, au lieu de monter à Paris, ils auraient un échelon réellement exécutif sur les bassins de vie, et c'est à ce niveau-là qu'il faut traiter les sujets. Et voilà. Et dernier point, évidemment, c'est le couple région-département. L'État serait juste l'intégrateur national de projets venant de la base, et à ce moment-là, on aurait un renouvellement complet du tissu productif, décisionnel, culturel. Donc c'est une réforme qui commence à intéresser beaucoup de gens, y compris évidemment l'Assemblée des régions de France, mais les départements, on pourra l'évoquer tout à l'heure, ont un rôle à jouer dans ce domaine. Donc voilà, il y a un lien très très fort entre l'innovation et la nouvelle dynamique des territoires qui existe, mais qu'il faudrait surmultiplier par la réforme que je viens d'évoquer. Donc décentraliser, simplifier. Ça, j'ai bien retenu. Et surtout, avoir des opérateurs qui sont vraiment responsables et avec les moyens d'agir réellement sur le territoire, sans avoir le doigt sur la couture et de toujours se référer au préfet pour faire un pas. Merci, Christian Saint-Etienne. Olivier Brousse, vous êtes directeur de la stratégie de Veolia. Évidemment, Veolia est au cœur des grands enjeux de demain, du XXIe siècle, le climat, le changement climatique, l'environnement. Il y avait un rapport de la Banque mondiale de 2018 qui disait que le volume de déchets pourrait augmenter de 70% d'ici à 2050. On est dans cette idée aujourd'hui de créer une économie circulaire. Et votre patron, Antoine Frérot, dit mais on peut créer des emplois, on peut s'appuyer sur la recherche, on peut faire avec ces métiers-là demain un grand acteur pour la France. Qu'est-ce que vous faites concrètement sur les territoires? Comment est-ce que vous appuyez? Comment est-ce que vous développez de l'innovation? Oui, si vous me permettez, dans ce monde un petit peu nuageux, inquiet, voire pessimiste, j'aimerais vous dire que la transformation écologique de notre économie, vue de nos entreprises françaises, c'est un formidable motif
de fierté, mais également d'espoir pour les générations qui viennent et pour les territoires, notamment les territoires français. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà, Veolia est probablement le leader mondial de la gestion des ressources en eau, de la gestion des déchets en France, mais également dans le monde, et a également une activité énergétique. Mais c'est un leader mondial qui vient des territoires. 1853, la ville de Lyon, Napoléon III à l'époque, qui décide de fournir un service d'eau potable aux Français qui, à l'époque, mouraient du choléra et d'autres épidémies. Vous vous souvenez de Pasteur qui disait qu'à l'époque, on buvait 90% de nos maladies. Donc c'est une société fondamentalement locale, de par la nature des services qu'elle apporte, qui aujourd'hui a, diffusé cette école française de l'eau, qui aujourd'hui est en train de devenir l'école de la transformation écologique, partout dans le monde, puisqu'au fond, le monde nous envie le fonctionnement de nos villes et de nos territoires. Ayant dit cela, quel est le lien entre innovation et territoire dans le domaine de l'environnement et de la transformation écologique? J'ai envie de dire, ce lien, il est extrêmement fort, il est indispensable. Pourquoi? Un des problèmes fondamentaux auxquels nous devons faire face aujourd'hui, c'est la rareté des ressources que nous utilisons pour vivre. 7,5 milliards d'habitants sur la planète, probablement 1 milliard de plus dans 10 ans, et on ira jusqu'à 10 milliards d'ici 2050. Comment va-t-on permettre à ces gens de vivre, de se nourrir, avec une quantité de ressources dont on sait déjà qu'à peu près au mois d'août, le monde les a déjà consommées. Le monde consomme son quota annuel de ressources à peu près au mois d'août. Comment va-t-on faire lorsqu'on aura 1 milliard de personnes en plus, voire 2,5 milliards de personnes en plus? C'est un des enjeux sur lesquels on travaille. Une des réponses, comme vous l'avez dit, c'est l'économie circulaire. Le fait que nos ressources ne soient pas à usage unique, mais elles soient recyclées, remises dans le cycle de l'économie. Et ce qui est formidable avec cette économie circulaire, c'est qu'elle est locale. C'est une nécessité, mais c'est une opportunité. Pourquoi? Si je prends l'exemple, par exemple, de l'énergie que l'on peut produire à partir de déchets organiques ou de déchets de culture. On a des agriculteurs qui viennent nous remettre de la paille, du fumier, des déchets forestiers que nous arrivons à transformer en chaleur, en électricité, qui vont aller alimenter un réseau de chaleur dans un endroit ou des industriels comme ici au Havre. Cette économie circulaire, elle se nourrit de ressources locales qui, au XIXe siècle et au XXe siècle, devaient être importées. Notre énergie, le pétrole, une partie de notre alimentation, les plastiques, les métaux. Aujourd'hui, les mines du XXIe siècle sont locales. Elles sont dans nos déchets que de plus en plus nous arrivons à transformer. C'est une économie circulaire et elle est locale. Et l'aspect très positif de cette économie locale, c'est qu'elle nécessite des emplois. Il n'y a pas si longtemps, la grande majorité de nos déchets finissaient dans des centres d'enfouissement, ce que l'on connaît souvent sous le nom de décharges. Aujourd'hui, c'est fini. Les décharges, peu à peu, sont réduites ou non renouvelées, et les volumes qui seront mis dans les centres d'enfouissement sont appelés à diminuer, un jour à disparaître. Ce qui veut dire qu'il faut beaucoup plus d'emplois pour trier nos déchets, pour les valoriser, leur donner une nouvelle vie. Et souvent, ce sont des emplois qualifiés. C'est ça, 7 à 8 fois plus, dit le patron de Paprec. 7 à 8 fois plus, il a raison, d'emplois nécessaires pour le recyclage et l'économie circulaire que pour simplement aller enterrer nos déchets dans un centre d'enfouissement. Ce sont des emplois qualifiés, des emplois locaux, et je dirais même ce sont des emplois qui parfois n'existent pas encore. Donc pour les territoires, 2 opportunités. 1, ils commencent à disposer de mines locales, où qu'ils soient, qui sont liées à la consommation et à la production. Deuxièmement, il y a un gisement d'emplois qualifiés. Les jeunes de demain iront travailler dans le digital, dans la technique, peut-être dans la valorisation, pour essayer, par exemple, à partir de déchets organiques, de déchets d'alimentation, d'élever des insectes qui, demain, serviront à fabriquer des protéines animales qui serviront à nourrir l'élevage local. Tous ces emplois n'existent pas encore.
Le lien entre la situation actuelle et la situation de demain dans les territoires, il est lié à deux choses. L'innovation. Nous avons des solutions à trouver qui n'existent pas encore. Je vous prends un exemple, le recyclage des plastiques. Le plastique est un élément indispensable de notre alimentation, de la médecine, de l'industrie. Seulement 15% des plastiques aujourd'hui sont recyclés. Il va falloir trouver des solutions. On sait recycler une bouteille d'eau, pas encore une bouteille de shampoing. Il va falloir inventer des techniques. Premièrement, l'innovation doit se mettre au service de cette économie circulaire. Tout objet ou tout bien de consommation, que ce soit l'eau, l'alimentation ou les biens de consommation courante, doivent être dans une économie circulaire. Premièrement, l'innovation. Deuxièmement, la régulation. Il faut que les États se mettent d'accord pour que les pollueurs assument le coût de leur pollution. Aujourd'hui, quand vous allez au supermarché et que vous achetez un paquet de céréales ou un pack de Coca-Cola, etc., 90% des emballages dans les supermarchés le sont pour des motifs publicitaires. Alors on peut toujours essayer de collecter, de trier derrière, mais il faut qu'à la source, les pollueurs aient une incitation à ne pas polluer. Ça existe en France depuis 50 ans. Ceux d'entre vous qui sont connectés au réseau d'assainissement pour le traitement des eaux usées savent bien que sur votre facture d'eau, vous payez pour les eaux usées que vous envoyez au traitement. Il faut étendre ça au reste de l'économie. Donc il faut une régulation de l'État pour inciter à cette économie circulaire. Il faut l'innovation. Et troisièmement, il va falloir la formation pour qu'on convainque les futures générations de rentrer dans ces filières, de nous aider à trouver les solutions et derrière à les délivrer localement. Avant de passer la parole à Marie-Éloi, cette innovation, comment est-ce que vous la captez? Est-ce que vous faites tout en interne ou est-ce que vous incubez des startups, par exemple, dans les territoires sur lesquels vous êtes présents? Oui. Les grands groupes ont des tas de vertus. Je compare souvent Veolia à un porte-avions, mais derrière, il nous faut tous les petits bateaux et tous les avions qui se posent sur la piste. Nous avons besoin de la créativité, de l'innovation, de la prise de risque des startups pour inventer des solutions qui n'existent pas encore. Je vais vous prendre un exemple. J'imagine que certains d'entre vous utilisent les applications comme par exemple Yuka, qui n'a aucun lien avec Veolia, mais qui vous donne au supermarché le contenu positif ou négatif des produits alimentaires que vous achetez. Aujourd'hui, il y a des startups qui travaillent sur l'empreinte carbone des produits que l'on achète. Un emballage, un jouet, un vêtement. Donc on a besoin des startups pour nous aider à trouver des solutions et à résoudre des problèmes qu'on n'a pas résolus. En échange, nous voulons, et j'espère nous faisons, nous emmenons ces startups, ou nous les faisons bénéficier de notre réseau international de façon à pouvoir diffuser leurs solutions ou leurs produits. Donc je pense qu'il y a un écosystème qui d'ailleurs doit être un écosystème, à mon avis, largement français, parce que la France est réputée pour ses solutions environnementales, comme je disais. Il y a un écosystème à renforcer, surtout aujourd'hui en période de crise économique, de façon à ce que les startups continuent à se mettre au service de la transition écologique et qu'en retour, nous les emmenions en Chine, aux États-Unis, en Amérique latine, pour les aider à diffuser leurs services. Merci. On a vu avec Christian Saint-Étienne décentraliser, simplifier, avec Olivier Brousse, s'appuyer sur l'environnement, les métiers de l'eau, des déchets pour créer des emplois qualifiés. Marie-Éloi, la place des femmes sur les territoires et dans l'innovation, dans la création d'entreprises, vous en savez quelque chose, puisque c'est ce que je disais, vous avez commencé par créer une école Montessori dans le Morbihan, et ensuite il y a eu ce réseau Femmes de Bretagne, ce réseau solidaire, et puis aujourd'hui Bouge ta boîte. Est-ce que les femmes entreprennent beaucoup sur les territoires ? En fait, je suis contente qu'on parle de la place des femmes quand on parle d'innovation, parce que souvent, quand on parle d'innovation dans les territoires, on parle de la tech. Et là, vous avez parlé de relocalisation de l'économie, vous avez parlé d'économie régénératrice, d'économie circulaire. Et ça, c'est effectivement, on sent qu'il y a un énorme besoin dans les territoires de local et de protection de l'environnement par notre consommation. Et il y a également un énorme besoin, vous avez raison, c'est la mixité.
On a aujourd'hui un vivier qui est sous-exploité, qui est méconnu dans les territoires et qui est pourtant hyper ambitieux, audacieux, bouillonnant même. Ce sont les femmes. Elles sont sous-exploitées. Je vais vous donner quelques chiffres. Dans les personnalités les plus médiatisées en France, en 2018, dans la catégorie patron, on a eu 1% de femmes médiatisées. Donc pas de rôle modèle auquel s'identifier. Un autre chiffre, au-delà de 10 salariés, il y a quasiment plus de femmes chefs d'entreprise. Il y a Léa Lassara pour ici, pour la Normandie, mais on n'a plus que 14% de femmes chefs d'entreprise en France, 86% d'hommes. Donc on a une économie finalement qui marche sur une jambe. Quand tout est drivé uniquement par un côté masculin, on est tous composés de féminin, masculin, etc. Mais depuis toujours, les lois, les règlements, le fonctionnement, les infrastructures ont été régis uniquement par une partie de la population et pas par l'autre moitié. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, finalement, c'est comme si on marchait sur une seule jambe et on a besoin de nos deux jambes pour sortir de la crise. On a besoin de cette agilité des femmes entrepreneurs, on a besoin de toutes leurs compétences et de leur expertise. On ne peut pas continuer et sortir de la crise avec une seule partie de la population. On a plus que besoin, jamais du collectif, plus que jamais besoin d'être ensemble dans un élan commun, femmes et hommes. Et les femmes sont aujourd'hui un vivier sous-exploité. Je vais vous donner 2 exemples. On a fait pour Bouge ta boîte, donc il y a un réseau business féminin. L'objectif, c'est la croissance, le business, le leadership chez les femmes chefs d'entreprise. On est aujourd'hui présent dans 100 villes en France, 1500 dirigeantes, et on fait 300 réunions de travail par mois. On a fait un tour de France de l'entrepreneuriat féminin l'année dernière. Et on s'est rendu compte, donc 11 villes, on avait une caravane logotypée, vous savez, les caravanes Airstream magnifiques. Et on s'est posé sur la place de 11 mairies en France. On a fait des conférences, des ateliers business tous les jours. On a rencontré à peu près 10 000 dirigeantes d'entreprises sur ce tour de France. Et on s'est rendu compte que nos cercles de dirigeantes, ils fonctionnaient super bien, mais qu'ils étaient complètement hors sol, complètement déconnectés des CCI, des chambres des métiers, complètement déconnectés des mairies, des grandes écoles, de tout cet univers économique qui reste aujourd'hui traditionnellement masculin. Et elles existaient, mais complètement séparées. Et aujourd'hui, il faut connecter. On ne peut plus travailler comme ça en silo. Il faut vraiment arriver à connecter à la fois les femmes dirigeantes, les hommes dirigeants, pour ensemble reconstruire l'économie. Et le deuxième exemple que je voulais vous donner, je suis aussi présidente de Femmes des Territoires. Donc Femmes des Territoires, c'est un réseau pour créer son entreprise. Bouge ta boîte, c'est pour développer la croissance, et Femmes des Territoires, c'est pour se lancer dans l'entrepreneuriat. On est présent en Bretagne, vous avez mentionné Femmes de Bretagne qui fait 500 événements par an en Bretagne et qui est présent dans 70 villes. Et Femmes des Territoires s'est lancé seulement depuis 9 mois, on est déjà présent dans une trentaine de villes en France. Et j'ai eu récemment la déléguée générale qui m'a appelée, qui m'a dit « Marie, tu sais d'où je reviens? On vient de lancer une coordination à 20 minutes d'Avignon, dans un village qui s'appelle, alors j'ai peur de me tromper, mais je vais essayer, Saint-Géniès de Colomar, quelque chose comme ça. On a lancé la coordination à la mairie de ce village pour des femmes qui veulent entreprendre. Tu savais combien il y a de femmes qui étaient là? Il y avait 28 femmes dans ce village de 1900 habitants, 28 femmes présentes. Et il n'y avait pas de bar pour fêter l'événement après, pour faire un cocktail. Il n'y avait même pas de bar, on était obligé d'aller en zone industrielle pour faire ce cocktail. Mais dans ce petit village, il y avait 28 femmes. Et sans les réseaux féminins ou autres, on n'arriverait pas à les faire sortir et leur dire « oui, c'est possible, vous pouvez entreprendre ». Donc il est temps aujourd'hui, dans cette crise, d'arrêter de se priver de la moitié du vivier d'énergie, d'audace et d'innovation. Il faut vraiment qu'on travaille ensemble. Simone de Beauvoir a dit cette phrase, je ne vais aussi pas dire tout à fait la bonne phrase, mais qu'il ne faut jamais oublier qu'en temps de crise, les femmes seront les premières oubliées, ou quelque chose comme ça. Il ne faut pas qu'aujourd'hui les femmes soient oubliées de cette crise. On a tendance à dire oui, mais là il faut sauver l'économie. Ok, il faut sauver l'économie, il y a les mesures sanitaires, il faut sauver l'économie, on verra l'égalité plus tard. Et la preuve, c'est que la loi sur l'émancipation et l'égalité femmes-hommes dans l'économie, qui était prévue en mars, on était vraiment parti sur un bon chemin, elle a été reportée et on ne sait pas quand. Il ne faut pas mettre l'égalité à côté à cause de cette crise. Il faut au contraire s'en servir comme d'un moteur pour redynamiser les territoires. Qu'est-ce qu'elles vous disent, ces femmes qui... C'est vrai, hein, vous êtes d'accord. En ce moment, justement, ces femmes qui ont entrepris, qu'est-ce qu'elles vous disent? Comment est-ce qu'elles traversent cette crise? Ouais. Alors nous, on a fait beaucoup d'études, notamment cette année, depuis la crise, auprès des femmes de petites entreprises, les TPE.
il y a une sorte de paradoxe, c'est-à-dire qu'au moment du déconfinement, aujourd'hui en France, on a 42% d'écart de salaire au sein d'un couple. Donc forcément, les femmes sont généralement le plus petit salaire. Au moment du déconfinement, les hommes entrepreneurs ont pu reprendre le travail, prospecter, relancer leur activité. Les femmes entrepreneurs n'ont pas pu. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas eu une reprise totale des écoles. Et donc, elles ont fait vivoter leur activité entre mai et juin. Et ensuite, derrière, il y a eu les grandes vacances, 2 mois de plus. Celle-là, en septembre, ça fait 6 mois qu'il n'y a pas une reprise totale pour les TPE, portées par des femmes. Et bien sûr, les hommes aussi et certains secteurs qui souffrent énormément. Voilà, mais globalement, les femmes sont très touchées. Elles n'ont pas pu relancer leur activité. On a fait une étude en juillet. Une TPE sur 2 portée par une femme se déclarait en danger d'ici la fin de l'année. Donc il faut absolument les aider aujourd'hui. Et comment les aider ? En les aidant à être digitalisés, à être entourés. Et en même temps, en septembre, on a remarqué début septembre qu'il y avait un moral très bon chez les femmes entrepreneurs, parce que ça faisait 6 mois qu'elles prenaient des coups sur la tête et qu'il y avait une sorte de résilience. C'est possible, c'est maintenant ou jamais, tout se joue maintenant, je vais tout faire maintenant. Il y a un tiers qui a changé de produit, de service, donc qui a pivoté. Il y a la moitié qui s'est formée, par exemple. Donc elles ne sont pas restées les bras croisés ni les bras ballants. Elles se sont vraiment mobilisées, les femmes entrepreneurs. Mais là, je ne dirais pas tout à fait la même chose. Il y a 15 jours, le moral était bon. Aujourd'hui, il ne l'est plus. Pourquoi ? Parce qu'il y a des fermetures de classes qui s'annoncent un peu partout. Et parce qu'on voit bien que la reprise est hyper molle. Et voilà, donc s'il y a une chose à faire, là, c'est vraiment de, comme vous avez dit, consommer local, soutenir, ouvrir les portes aussi, quand vous êtes à la tête d'institutions ou de grandes entreprises, ouvrir les portes aux TPE, notamment portées par les femmes, faire attention à ce qu'il y ait une politique volontariste pour qu'il y ait autant d'hommes que de femmes dans des conférences, dans des prix, dans peu importe, dans tout ce que vous entreprenez. Mais c'est vraiment important qu'il y ait toujours cette volonté-là. On n'y arrivera pas sans volonté forte. Merci Marie. Je vais me tourner maintenant vers les jeunes. Je crois que vous avez un certain nombre Je vais vous demander de réagir. Qu'est-ce qui veut commencer par la première question ? Basile Oui, moi j'avais plutôt une question sur ce qui a été évoqué par rapport au début de la table ronde. Parce qu'on a parlé de consommer local, de circuits courts, mais est-ce qu'il y a une réelle volonté au niveau politique de décentraliser les activités de Paris ? Qu'est-ce qui veut répondre ? Oui, mais décentraliser, s'il n'y a pas de pouvoirs locaux forts, ça semble théorique. Donc c'est pour ça que je pense que cette réforme institutionnelle est absolument clé. Parce que ce qu'on fait généralement, c'est plus de la déconcentration que de la décentralisation. On peut envoyer des gens loin de Paris, mais ils continuent d'obéir à Paris. Donc s'il n'y a pas des pouvoirs légitimes sur les territoires avec de vraies capacités d'action, et surtout, je pense que cette planification stratégique qui assure la cohérence entre tous les éléments de l'action locale, elle est absolument fondamentale. Et je pense que ça doit intervenir le plus vite possible. Justement, je pense que c'est le bon moment d'ailleurs. Et Marie parlait des femmes qui sont entrepreneuses. Elles pourraient, dans le cadre de cette transformation, pénétrer les systèmes de décision qui se mettraient en place à ce moment-là. Donc cette transformation est majeure. Je l'illustre peut-être en une seconde parce que si vous n'êtes pas spécialiste de ce sujet qui est très complexe et pas forcément très intéressant dans sa complexité, vous avez les communes. Bon, mais comme au niveau des communes, on ne peut pas gérer des systèmes comme le traitement des déchets et autres, on a fait des entités intercommunales. Alors, vous avez une entité, un syndicat qui gère l'eau, un syndicat qui gère les déchets, un syndicat qui va s'occuper éventuellement d'une maison de la culture ou autre. Très bien. L'idée de faire cette commune métropolitaine, et à chaque fois, vous avez un conseil d'administration, vous avez des présidents, vous avez des rémunérations, ainsi de suite. Ça passe inaperçu si on ne le dit pas, mais si on fait une commune métropolitaine, c'est l'intégration de tous ces systèmes. Tous les syndicats sont fusionnés dans la commune métropolitaine, donc ça fait d'énormes économies tout en augmentant massivement la puissance de feu et la capacité d'action. Mais il faut une intégration
ces acteurs. Et là, les élections locales, d'ailleurs, sont encore plus importantes que jamais, puisqu'on ne se bat plus pour un tel contre un tel, mais sur la base d'un projet stratégique qui intègre tous ces éléments ensemble. Et donc, à ce moment-là, ça aura du sens de déconcentrer, puisqu'il y aura du répondant sur le terrain. Voilà. Aujourd'hui, sur le terrain, il y a beaucoup d'entités et d'autorités éclatées qui se parlent plus ou moins entre elles et qui ne sont pas en mesure, surtout dans un moment de crise, dans la forme d'organisation actuelle, de répondre aux défis qui sont posés. Et le droit à l'expérimentation défendu par certaines régions comme la Bretagne? C'est une très bonne idée. Par exemple, cette réforme, on pourrait l'expérimenter dans une région. Si la région Bretagne ou la région Normandie était candidate, on pourrait mettre en œuvre cette réforme dans une région, voir au bout de quelques mois comment se mettent en œuvre ces plans de développement stratégique, comment ils se coordonnent au niveau des régions. Donc je pense qu'effectivement c'est une très bonne idée d'utiliser la possibilité de l'expérimentation. Est-ce que vous voulez compléter ou... Je pense qu'il y a une prise de conscience du politique, qui n'est pas seulement en France d'ailleurs, de la nécessité et de l'opportunité de mieux utiliser les territoires. Trop forte concentration urbaine avec tous les problèmes que ça pose. Et puis aussi une aspiration de la population à vouloir une vie de meilleure qualité. Donc je pense qu'aujourd'hui, la volonté est là. Comme le dit Christian Saint-Etienne, je pense qu'il faut faire attention à ce que ce ne soit pas uniquement la délocalisation qui se produise, mais que ce soit également le transfert des décisions et que le pouvoir soit mieux réparti dans les régions. L'informatique et la digitalisation peut avoir un effet extrêmement opportun ou un effet pervers. Parce qu'au fond, ça peut aspirer toutes les décisions vers le centre, on va dire vers Paris, puisqu'au fond, il suffit d'envoyer un email où qu'on soit pour obtenir une autorisation, ou ça peut pousser les responsabilités et les centres de décision localement. Je pense qu'aujourd'hui, on est à la croisée des chemins. On ne peut pas, le gouvernement est bien conscient de la nécessité et de la volonté de mieux utiliser les territoires. Aujourd'hui, il faut transformer l'essai et le faire arriver. Dans l'économie, dans la transformation écologique de l'économie, il est clair que les territoires sont indispensables. La transformation écologique de l'économie, elle sera locale ou elle ne sera pas. Merci. Je vais me tourner vers Joaquim Gonçalves Castillo. Alors, pour élargir un peu le sujet, parce qu'on a touché des thèmes passionnants comme l'environnement, l'économie circulaire, l'égalité de genre, j'aimerais parler cette fois-ci des inégalités sociales qui peuvent dériver de l'innovation. Donc, comment on évite qu'en territorialisant et en régionalisant l'expertise de l'innovation, comment on évite ces inégalités sociales entre les territoires? Chez nous, c'est un sujet qui nous passionne parce qu'on a des tas d'exemples de collaborateurs et de collaboratrices qui ont commencé, à conduire un camion de collecte de poubelles ou dans un centre de tri et qui aujourd'hui sont dirigeants, sont cadres, dirigeants et parfois même à l'étranger. L'environnement est un formidable ascenseur social parce qu'on peut entrer à tout niveau et progresser dans l'entreprise. On a même des campus de formation qui nous permettent de le faire. Et je dirais même mieux, en tant que société de service, parfois j'entends des débats sur l'avenir de l'emploi dans nos métiers. Ça vient de gens qui ne comprennent pas nos métiers. Le moteur du développement d'une société de service, notamment dans l'environnement, il n'est pas capitalistique. Il est à travers les compétences et à travers les collaborateurs et collaboratrices qui vont délivrer ce service. Donc on est particulièrement soucieux, de réduire les inégalités et de donner une chance à tout le monde parce que tout au long de nos métiers, on peut les faire progresser au sein de l'entreprise. Et deuxièmement, d'attirer tous les talents et toutes les volontés, car sans compétences,
nous ne pourrons pas nous développer, nous ne pourrons pas résoudre les problèmes de la transformation écologique. Est-ce que la question du logement n'est pas un frein quand même à cette mobilité sociale, y compris dans les territoires ? Oui, je pense que le logement est un point clé qui est sous-analysé. Je pense qu'il y a, à côté des HLM, où on en construit à peu près 100 000 par an, la nécessité de développer ce que j'appelle des HLI, des habitations à loyer intermédiaire, qui seraient particulièrement destinées aux gens qui travaillent et qui sont mobiles. Et on pourrait en construire aussi 100 000 par an. C'est le bon moment de lancer ces projets, puisqu'on va avoir de la sous-activité pendant 2 ou 3 années. Pour rebondir sur la question sur les inégalités, il y a une façon française d'aborder ça. Hein, c'est pour éviter les inégalités, on ne fait rien. Donc il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Il faut développer les technos. Et je pense que Marie aura des choses à dire là-dessus. Il faut développer les technologies. Il faut les pousser parce que ceux qui s'en emparent le mieux, ils vont tirer tout le monde. Mais c'est par la formation absolument massive et très large et sur le terrain, bon, que ce soit les femmes ou tous ceux qui ont besoin de... Mais il y a des femmes ultra brillantes qui seront dans ceux qui tireront, mais on a besoin d'avoir ce projet de formation générale. Mais surtout, ne tombons pas dans le piège français de s'inquiéter des inégalités avant de faire, parce que finalement, on prend du retard à chaque transformation, ce qui ne veut pas dire que les inégalités ne soient pas clés, hein. Moi, vous savez qu'on a un problème devant nous, là. Hein. L'activité, cette année, va baisser de 9%. Hein. Le PIB va baisser de 9%. Mais ce n'est pas tout le monde qui baisse de 9%, parce que ça, on saurait assez bien faire. On saurait traiter ça. Hein, on ferait une politique de la demande, justement. Mais ce n'est pas du tout ça qui se passe. La baisse de 9% du PIB cette année, c'est 20% des entreprises en équivalent en valeur ajoutée. Vous savez que le PIB, c'est la somme des valeurs ajoutées. Vous avez 20% des entreprises qui font plus 15 cette année. Vous avez 60% des entreprises qui vont faire moins 9, moins 10. Et vous avez 20% des entreprises qui vont faire faillite, vont être restructurées, vont être reprises. Ça se traduit comment? C'est la nécessité de transférer de l'ordre d'1,5 million de travailleurs des entreprises ou des secteurs en déclin vers ceux en développement. Bon, ben là, on a besoin d'un effort de formation gigantesque. Il doit se faire par filière et par territoire. Et ça, c'est très, très important. Et au passage, ces formations, elles doivent évidemment intervenir sur les nouvelles technologies pour pas qu'aux inégalités sociales, culturelles et autres, on rajoute une fracture technologique. Sinon, après, c'est la bérésina, bien sûr. Marie-Éloi, vous voulez compléter rapidement? Oui, au-delà pour les inégalités sociales en fonction des territoires, au-delà du maintien du service public qui est évidemment essentiel, et du maintien des bars, parce que quand il y a des villages sans bars, il n'y a plus de vie non plus. Au-delà du maintien du service public, je crois beaucoup aux initiatives citoyennes, au côté associatif, mais aussi aux entreprises à impact. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, à l'entrepreneuriat, parce que c'est un formidable ascenseur social. Si je prends le cas des parents solos aujourd'hui, à 84%, ce sont des mamans solos, et beaucoup entreprennent parce que souvent elles n'ont plus rien à perdre et elles y vont et elles s'en sortent de manière qui est assez remarquable. Donc ça peut être un ascenseur social, l'entrepreneuriat. Et puis la troisième chose, c'est la digitalisation, on en parlait tout à l'heure. Nous, dans notre dernière étude chez Bouge ta boîte, s'il y a un tiers des entreprises qui a fait un bond en avant depuis la crise, en fait la crise, ça a été un révélateur de oui, le digital, avant je m'en occupais pas trop, je pensais que c'était pas pour moi, je vais pas savoir, etc. Il y a un tiers qui s'est dit, mais en fait si, et qui a fait un bond en avant. Mais il reste encore 50% des TPE que nous, on a interrogés, qui estiment qu'elles ont un niveau insuffisant pour surmonter la crise et les années à venir. Donc il faut faire en sorte que cette digitalisation soit possible partout en fonction des territoires. Merci. Lina Laure, à vous, la dernière question. En fait, vous avez déjà répondu à ma question qui était à la base sur le transfert de certains pouvoirs des États vers les régions.
Donc avec la petite minute qui nous reste, je vais donc vous poser une question un peu plus subjective par rapport à ce que Marie nous disait un peu plus tôt. Et j'aimerais savoir, vous en tant qu'homme qui avez notamment des positions de pouvoir et notamment de l'influence à votre niveau, que pensez-vous de la place de la femme aujourd'hui dans les territoires et dans l'innovation, et qu'est-ce que vous pourriez faire pour les aider ou les soutenir dans leurs projets? Moi, j'ai une idée, hein, comment faire pour nous soutenir. Je pense que... Alors, c'est plutôt à vous de répondre, mais sinon... À vous trois, c'est bien aussi. Je pense que je vais me lancer, sachant que deux interlocutrices qui ne manqueront pas de me juger à ma réponse. Vous avez raison, je pense qu'il faut qu'on utilise notre influence, quelle qu'elle soit, pour prendre des décisions, donner l'exemple, je dirais même forcer la décision. La mixité, on en parle depuis longtemps. Il faut maintenant, aujourd'hui, il faut qu'elle soit visible, il faut qu'elle soit perçue, qu'elle soit visible, et il faut qu'elle arrive. Et donc, je suis un fervent partisan du fait que nos décisions doivent aller dans le sens de la mise en place, la réalisation de la mixité. Il ne faut pas que ce soit au détriment du reste, de la performance ou des autres collaborateurs, mais je pense qu'il faut qu'on la décrète, qu'on la pousse jusqu'à ce que... Parce que la bonne nouvelle, c'est que, au fond, Marie, vous le savez, dès qu'on met en place un poste de responsabilité, dès qu'on confie un poste de responsabilité à une femme, on a résolu une grande partie du problème, puisque elle-même va s'occuper naturellement derrière des problèmes de mixité. Donc il faut absolument qu'on arrive à ce que le pouvoir soit le plus également réparti, le plus équitablement réparti, de façon à ce que derrière, je dirais, la logistique suive. Il faut le décréter, et clairement, aujourd'hui, c'est encore un effort, mais je pense que toute personne en position d'influence ou de pouvoir, quel que soit son niveau d'influence ou de pouvoir, doit aujourd'hui contribuer à le mettre en œuvre. Marie-Éloi, non, vous voulez compléter? Non, je ne peux qu'applaudir, forcément. Et je pense qu'effectivement, sans politique volontariste, on n'arrivera pas à changer les choses. Pour les conseils d'administration, vous savez, il y a la loi Copé-Zimmermann qui a permis d'avoir 40% de femmes dans les conseils d'administration. Mais si on revient une quinzaine d'années en arrière, on était à peu près au même niveau pour les conseils d'administration et les COMEX, donc qui sont les vrais organes de décision au sein des entreprises. On était autour de 7% de femmes dans les COMEX et les conseils d'administration. Il y a eu la loi Copé-Zimmermann qui a été un accélérateur fantastique, puisqu'aujourd'hui, dans les entreprises du SBF 120, donc les 120 plus grandes entreprises, on a plus de 40% de femmes chefs d'entreprise, 42%. Donc on a dépassé les objectifs parce qu'il y a eu une politique volontariste. Et ça a ouvert énormément de possibilités. Il y a plus de performance, plus d'innovation. Toutes les études le prouvent. Dès qu'il y a de la mixité, forcément, puisque ce ne sont pas des personnes qui se ressemblent, mais des personnes qui ont tous des horizons et des vies différentes. Et c'est ça qui permet la performance d'une entreprise. Et il n'y a pas eu de loi pour les COMEX. Résultat, aujourd'hui, on est passé en 15 ans de mémoire de 7% à 17% seulement. Donc ça n'avance pas, ça ne bouge pas. Et tant qu'il n'y aura pas de politique et de volonté réelle, on n'arrivera pas à faire bouger les choses. Parce que c'est plus facile de rester comme ça, et c'est tout à fait entendable. Mais il faut vraiment mettre les mains dans le cambouis et se dire, voilà, les objectifs, je m'y fixe et je fais tout pour y arriver. Ce sera le mot de la conclusion. Merci, on arrive au terme de cette table ronde. Merci à tous de l'avoir suivi. Jean-François Gravier écrivait en 1947 « Paris et le désert français ». On voit bien que les territoires recèlent il y a des multiples innovations qui naissent sur les territoires. Il y a simplement peut-être aujourd'hui besoin de les organiser, de simplifier. Ça, je crois que c'est le gros travail de la France, tant qu'on n'aura pas réussi à simplifier, et qui a organisé des écosystèmes. Et là, la France a effectivement un formidable potentiel. Merci donc à Christian Saint-Etienne, merci à Olivier Brousse, merci à Marie-Éloi, merci aussi à Basile Burlet, Joachim Gonçalves Castillo et donc à Lina Lord d'avoir accompagné cette table ronde.